Merci beaucoup pour cette invitation et pour le plaisir de partager avec vous certaines réflexions, modestement, mais j'espère utilement, en remerciant bien entendu l'IEMED et tous ses partenaires prestigieux pour l'organisation de ces 2 jours dans lesquels beaucoup de sujets très cruciaux ont été évoqués. Et bien entendu, un grand merci personnel à toi, Andréo, pour l'invitation et pour la complicité que nous avons sur l'ensemble des sujets que nous traitons de façon régulière. Effectivement, mon objectif cet après-midi, en timing espagnol, on est encore dans le matin, puisque jusqu'à 14h, on est encore dans le matin. Mais dans cette session, est de partager avec vous certaines réflexions basées sur un peu le travail qu'effectue l'Union pour la Méditerranée aujourd'hui, mais également sur les réalités sur le terrain et les évolutions constatées, et bien entendu dans une projection sur l'avenir. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en 2013, dans 2 ans à peine, nous serons en 2015. 2015, ça sera le 20e anniversaire du processus de Barcelone. Novembre 1995, nous étions dans cette même ville de Barcelone à lancer le processus de Barcelone. Ce processus qui est né dans une espèce d'euphorie politique, né des quelques perspectives de paix au Proche-Orient, avec une accolade israélo-palestinienne, un processus qui nous semblait vertueux, avec probablement un des moments où on sentait qu'on était le plus proche de la paix au Proche-Orient et bien entendu avec ce que ça supposait comme déblocage par rapport à tout ce que nous pouvions construire comme intégration et coopération régionale en Méditerranée. Bien, si on se place par rapport à novembre 1995, la question qui fait mal, est-ce que nous avons avancé ou est-ce que nous avons reculé? Je ne sais pas. Chacun peut avoir son appréciation sur, évidemment, la situation, mais je crois qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de tirer des enseignements. Tirer des enseignements sur ce qui s'est passé depuis et essayer de faire en sorte que nous puissions grandir, nous puissions bénéficier de cette expérience pour se projeter vers l'avenir avec au moins une démarche qui soit, j'allais dire, peut-être mieux construite dans la traduction des faits sur le terrain. Et s'il y a une conclusion que nous pouvons tirer, c'est que clairement, et c'est exactement ce que disait André Bassols tout à l'heure, c'est que clairement, je dis avec sincérité, mais avec conviction, le temps des discours est révolu. Parce que je pense que nous avons tout dit sur la Méditerranée. Nous avons fait beaucoup de discours. Il y a eu beaucoup de discours. Tous les discours sont parfaits. Et je crois que quand on lit même le texte de la déclaration de Barcelone, il reste exactement. On change la date et il garde sa validité aujourd'hui, par rapport à novembre 1995. Et par conséquent, nous voyons bien que nous devons franchir un pas qui est celui de résultats tangibles sur le terrain. Nous devons avoir des résultats. Permettez-moi de rappeler, à titre un peu provocateur, mais provocateur par rapport à moi-même, novembre 1995, la Croatie était en guerre au niveau des Balkans. Le 1er juillet, c'est-à-dire lundi prochain, la Croatie entre dans l'Union européenne. Donc on est 18 ans après. 18 ans après la guerre dans les Balkans, qui était, vous vous rappelez, de toutes les évolutions
meurtrière et de tous les tiraillements qu'il y avait entre les différentes ethnies, et d'ailleurs certaines de séquelles continuent dans certaines autres régions des Balkans. Mais voilà un pays qui, il y a moins de 20 ans, était dans une situation très difficile et qui aujourd'hui intègre l'Union européenne, et donc avec la perspective qu'il y a. Donc c'est pour dire que nous avons un besoin d'avoir des résultats tangibles sur le terrain. Et lorsque nous nous projetons sur ce genre de démarche, nous ne pouvons que constater que ce qu'on appelle, je n'ai jamais été un grand partisan de cette expression, mais ce qu'on appelle les printemps arabes, un jour on m'expliquera ce que c'est, mais ce qu'on appelle les printemps arabes ont révélé la nécessité d'avoir des réponses concrètes, des réponses tangibles, certainement graduelles, parce qu'il ne faut pas non plus être irréaliste dans la projection, mais entrer dans un cercle vertueux. Et là, je voudrais partager avec vous simplement 3 réflexions qui me semblent être au cœur du sujet, et certainement que vous aurez évoquées dans les différentes sessions sur lesquelles vous avez travaillé. La première, c'est qu'il me semble que la question clé aujourd'hui est celle de la création d'emplois. Je crois que la création d'emplois est aujourd'hui au cœur des défis. Je donne souvent ce chiffre et mes collègues égyptiens ici présents me pardonneront si jamais il est à 10% faux, mais il ne doit pas être plus que ça faux. C'est qu'il y a 850 000 jeunes Égyptiens sur le marché du travail chaque année, aujourd'hui. 850 000. Alors parfois je suis corrigé, on me dit c'est pas 850 000, c'est 800 000. J'accepte la correction. Mais ça donne une idée de l'ampleur. Bien entendu, ce chiffre est important parce que la population en Égypte est la plus importante, mais la proportion au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye est la même. Des centaines de milliers de jeunes qui sont sur le marché de l'emploi chaque année et qui se cumulent. Quel taux de croissance il faut pour répondre à tous ces besoins, pour répondre aux besoins d'emploi? C'est une question qui est tout à fait centrale par rapport à la vision que nous pouvons avoir de l'évolution de la situation dans la région. Et pardonnez-moi ici de dire que cette équation, ce challenge, ce défi, bien entendu, il a une certaine résonance particulière dans les pays du Sud, mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer sa résonance dans les pays du Nord également, et en Europe. Et c'est la raison pour laquelle, et je suis bien placé ici en Espagne, pour connaître les chiffres du taux de chômage des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle c'est important, bien entendu, d'inclure la réflexion dans une logique liée à Arab Spring, mais je crois qu'une vision euro-méditerranéenne s'impose également, car la solution réelle est probablement à trouver dans une vision qui cumule les réalités à la fois des pays du Nord et des pays du Sud. Et qui dit création d'emplois dit 2 choses, et je sais que certaines personnes autour de la table sont bien placées pour le savoir. La question de l'éducation. Et la question de l'employabilité. Aujourd'hui, ce sont des questions qui sont tout à fait centrales et doivent faire l'objet d'une démarche nouvelle, d'une réflexion qui est tout à fait nouvelle. Nous ne pouvons pas continuer comme nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle, après je vous déclinerai un petit peu,
ce que l'UPM fait dans ce cadre-là. Mais, pardonnez-moi si je suis général, mais le temps étant ce qu'il est, simplement pour dire, premier point, le focus doit être sur éducation, employabilité et création d'emplois, car c'est là le principal défi auquel nous sommes confrontés. Le deuxième est celui de l'intégration régionale. Comment peut-on être encore en 2013 avec des niveaux aussi faibles d'intégration régionale entre les pays du sud de la Méditerranée? Et d'ailleurs, même entre le sud et le nord de la Méditerranée. Parce que même si les chiffres peuvent être importants, mais ils laissent encore à désirer par rapport au potentiel qui existe. Et comment penser que par rapport à ces défis, les réponses peuvent être nationales? Comment peut-on encore le penser? Comment peut-on penser que les taux de croissance nécessaires vont venir tout simplement de bonnes pratiques à l'intérieur d'un seul pays? Comment ne pas voir que l'élargissement des marchés est une condition élémentaire pour la promotion des exportations, pour la promotion des investissements, pour la croissance du marché, pour l'amélioration du pouvoir d'achat, et donc tout ce que ça suppose comme prolongement au niveau justement des capacités de création d'emplois. Et malheureusement, je constate que plus les défis sont régionaux, au sens internationaux, plus les réponses deviennent nationales, micro-nationales. Et c'est un paradoxe qui doit nous interpeller, car la solution est dans l'intégration régionale. Même si celle-ci est graduelle, soyons réalistes et pragmatiques, mais la solution est dans l'intégration régionale. Du Maroc à l'Égypte, si je prends juste ces pays d'Afrique du Nord, la taille de marché, c'est le marché russe. Et ça vous donne une idée sur l'intérêt que ça peut représenter pour des investisseurs internationaux. J'ai été directeur général de l'agence d'investissement marocaine. Alors oui, on peut dire que le Maroc, la Tunisie et l'Égypte sont en concurrence pour attirer les investissements étrangers. Franchement, regardons les chiffres. Regardons les chiffres cumulés. Ils sont très faibles par rapport à ce que reçoit le Mexique, par rapport à ce que reçoit la Malaisie, par rapport à ce que reçoit le Chili. Soyons lucides. Ce n'est pas parce qu'on a 0,5% de plus les uns par rapport aux autres qu'on a vraiment créé les conditions d'élargissement des marchés et d'amélioration des conditions d'attractivité de l'investissement. Je lisais d'ailleurs le dernier chiffre de la QNUCED sur les investissements internationaux. Ils se sont élevés en 2012, c'est la dernière année complète, à 700 milliards de dollars. 700 milliards, sur lesquels moins de 2% vont dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Donc c'est vous dire l'importance de l'intégration régionale. Le troisième commentaire que je voulais faire est relatif à la nécessité de synergie et de coordination entre les différentes initiatives. Je crois qu'il n'y a pas une organisation internationale, Banque mondiale, la BERD, la BEI, la Commission européenne, l'UPM aujourd'hui, les gouvernements bien entendu, tout le monde a son petit programme Arab Spring, d'une manière ou d'une autre. On l'appelle comme on veut. Politique de voisinage, Deauville Partnership, il y a tellement d'initiatives. Très bien. C'est naturellement toujours de bonne foi, certainement
avec une pertinence, une volonté, je pense pourrait être renforcée encore davantage, mais néanmoins, c'est déjà là. Mais comment ne pas voir qu'on a besoin de synchroniser? Si toutes ces initiatives étaient un orchestre, vous imaginez la musique que ça donnerait? Je n'ose pas imaginer. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans la nécessité de faire travailler ensemble les institutions pour créer les conditions d'une meilleure synergie, de meilleure complémentarité, pour faire en sorte que, là encore, nous soyons guidés par le sens de l'urgence et par le sens du résultat concret. Alors, dans tout ça, vous allez me demander, mais c'est bien gentil ce que vous me racontez, mais que fait l'UPM pour résoudre tout ça? Alors, soyons humbles, l'UPM est une organisation qui a été créée en 2008, donc elle est jeune, elle a été créée dans le sillage du processus de Barcelone, et elle a été créée, là aussi, avec une volonté politique. Alors évidemment, le nombre de papiers qui ont été faits sur la question relative à l'UPM, qui vont de l'angélisme au pessimisme, mais au-delà, je crois que l'UPM avait besoin de définir son ADN. Et nous l'avons défini avec les États membres, et nous l'avons défini sur la base suivante. Premièrement, l'UPM se concentre sur la coopération régionale. Nous ne faisons pas de bilatéral pour justement ne pas dupliquer ce qui existe déjà et faire en sorte que nous puissions avoir une action qui soit complémentaire aux activités bilatérales. Alors évidemment, tous mes amis chargés du bilatéral sont plus heureux que moi. Enfin, je vous rassure, moi je suis très heureux. Mais ils ont certainement plus de capacité d'agir parce que le bilatéral est simple. Quand on traite d'une coopération entre l'Union européenne et la Tunisie, il y a une négociation qui se fait, il y a un programme qui s'arrête, on signe et on met en avant. Travailler sur des projets régionaux, c'est plus complexe. Mais néanmoins, c'est certainement, à mon avis, nécessaire aujourd'hui. Et en tout état de cause, l'UPM se concentre sur la coopération régionale. Deuxièmement, l'UPM travaille selon une méthodologie basée sur la géométrie variable. Alors pourquoi géométrie variable? C'est un terme un peu bizarre, mais que nous avons simplement emprunté de l'Union européenne elle-même, en disant quand on est un aussi large nombre de pays, avec en plus beaucoup de problématiques politiques qui sont là, peut-on avancer à 43 pays? L'Union européenne à 27, et de tout temps, même quand elle était à un nombre plus réduit, a mis en place le principe de géométrie variable. Tous les pays ne sont pas membres de la zone euro, tous les pays ne sont pas membres de Schengen, il y a des pays qui ont des opt-out, et il y a différentes formules, mais avec, bien entendu, un point central. Eh bien, l'UPM travaille sur la base des géométries variables, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que sur des actions, des projets, des initiatives, ceux qui le souhaitent vont travailler ensemble. Et à travers ce point de départ très concret, très précis, nous pouvons faire le snowball effect pour faire agrandir, faire adhérer d'autres pays à des projets, à des initiatives. L'objectif est simple. Premièrement, éviter les blocages politiques. Pourquoi aller au-devant d'un blocage politique quand on sait qu'il est là? Autant ne rien faire. Ou alors il faut le poser ailleurs, et certainement pas au sein de l'UPM. Deuxièmement, faire en sorte qu'on puisse faire la démonstration de l'intérêt de ces activités pour créer l'appétit vers le régional. Et troisièmement, être sûr que lorsque nous mettons en place quelque chose, que cette chose a une réelle existence, a de réels résultats, et on peut ensuite la faire grandir ou la faire ajuster par rapport aux priorités des différents pays.
Le troisième principe, c'est le principe des projets concrets. C'est que l'UPM, aujourd'hui, développe des projets concrets. Et comme c'est une organisation intergouvernementale, avec cette spécificité forte qui est l'inclusion du Nord et du Sud ensemble, avec une coprésidence du Nord, une coprésidence du Sud, avec un secrétariat général qui a son siège dans un pays du Nord et dont le secrétaire général est issu d'un pays du Sud. Donc, avec cet équilibre dans la répartition de ce qui détermine la caractéristique de l'UPM, nous arrivons à faire en sorte que ces projets ont une réelle pertinence par rapport aux priorités des pays. Lorsque nous travaillons en Tunisie ou en Égypte, ça a été approuvé par les gouvernements tunisiens et égyptiens. Ça a été en ligne avec les priorités exprimées par les uns et par les autres, et à partir de là, nous avançons. Et bien entendu, même si nous sommes une organisation intergouvernementale, nous ne nous limitons pas à travailler avec les instances gouvernementales en tant que telles, mais nous travaillons également avec le secteur privé, la société civile, toutes les forces actives. Mais bien entendu, nous le faisons en coordination avec les gouvernements. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons développé un certain nombre de projets. Je ne vais pas pouvoir tous vous les décrire, mais je vais en citer deux, simplement pour vous donner une illustration de la démarche. Le premier, c'est le programme Med for Jobs, que nous avons appelé Mediterranean for Jobs, qui est une initiative générale et qui vise la création d'emplois. Et là, nous avons pris deux directions. Quand je dis nous, c'est sur la base de beaucoup de consultations sur le terrain. Deux directions. La première, c'est de cibler trois axes de travail. Le premier, c'est l'employabilité. Donc, c'est la partie dont je crois que vous avez déjà parlé et qui fait en sorte qu'il faut avoir des emplois, plutôt une formation qui est adaptée à l'emploi. Et qui n'est pas évident aujourd'hui dans nos pays que d'avoir un doctorat Bac+10 en biologie soit toujours nécessaire. Peut-être qu'un bon Bac+2 dans des métiers plus spécifiques, c'est peut-être plus important pour répondre aux besoins de l'industrie, aux besoins de l'économie. Et donc l'employabilité, mais je sais qu'autour de la table, il y a d'éminents spécialistes sur la question qui ont des visions très claires et très précises sur cette thématique. Mais il y a un deuxième pilier qui est celui de l'intermédiation. Comment faire en sorte que l'offre et la demande soient mieux gérées, mieux régulées, mieux connectées? Parce que combien de fois, même à titre personnel, nous avons été confrontés entre, d'un côté, des entreprises qui ont des besoins d'emploi et qui ne trouvent pas, et de l'autre côté, des jeunes qui ont des formations et qui ne trouvent pas le débouché. Comment connecter? Dans le pourcentage très élevé de chômage des jeunes qui existent, une partie de la solution, elle est dans la connexion. Une partie, pas tout, mais une partie. Et donc, les agences, les initiatives d'intermédiation. Le troisième, bien entendu, et ça c'est une question importante parce qu'elle est presque culturelle, c'est la création d'emplois. Comment faire pour qu'un jeune aujourd'hui ne pense pas uniquement et exclusivement à travailler dans le secteur public, à être salarié dans une administration, mais plutôt à avoir la tentation d'aller pour la création d'emplois. Or, nous savons qu'il y a encore ce réflexe, légitime du reste, d'aller vers l'administration publique, d'aller vers les emplois les plus, entre guillemets, sécurisés. Mais il y a un monde, l'administration ne peut pas recruter éternellement et avoir des pourcentages de masse salariale qui explosent toutes les limites rationnelles de gestion publique. Et par conséquent, il faut introduire une culture d'entreprise, une culture d'entrepreneuriat, et c'est pour ça que je dis que c'est presque culturel, mais il faut le faire.
Il faut avancer pour faire en sorte que nous puissions également créer les conditions pour que les jeunes puissent créer leur propre entreprise. Ce sont les trois piliers, et la démarche que nous avons choisie est d'essayer non pas d'être une énième institution qui va refaire un rapport pour expliquer quelle politique d'emploi il faut, quelle politique de croissance, quelle politique économique, quelle politique tout court. Je crois que les tiroirs sont remplis de rapports. Et il y a d'autres institutions qui ont des capacités beaucoup plus fortes que nous pour le faire. Mais si je fais le lien avec cette volonté d'aller vers le concret, géométrie variable, projet concret, etc., dans le cadre de l'initiative Med for Jobs, nous avons identifié, et elles sont très nombreuses, nous avons identifié quelques ONG, quelques initiatives locales qui fonctionnent, et je voudrais rappeler ici à nos amis européens du Nord de ne jamais oublier la vitalité de la société civile dans les pays du Sud. La créativité, l'action admirable, mais qui est restreinte, qui est limitée dans le temps et dans l'espace et dans les moyens. Et la démarche que nous avons choisi de faire est de choisir des ONG qui font de la formation, qui font de l'employabilité, qui aident les jeunes à créer des entreprises, etc. Et à dire, ces jeunes, enfin cette initiative locale est forcément limitée, comment pouvons-nous multiplier les chiffres, le upscaling, pour être véritablement sur le terrain du concret, pour dire on ne va pas réinventer des choses, on va faire en sorte que sur le terrain, l'ONG qui fait 100, comment peut-elle faire 1000 pour ensuite faire 10 000 et faire 100 000 ? Et nous nous sommes investis sur le terrain avec certaines d'entre elles, et j'en profite d'ailleurs pour lancer un appel pour dire, si jamais vous avez des initiatives de ce genre, dites-le nous, nous avons les moyens de pouvoir faire en sorte que nous puissions, à partir de là, aider au upscaling de ces initiatives-là pour les faire croître et pour les régionaliser, pour ne pas les laisser ponctuelles, pour les régionaliser en termes de best practice, en termes de benchmark, en termes d'expérience réussie. Et dans ce cadre-là, nous organisons à Tunis le 18 septembre prochain une conférence intitulée « Emploi et développement territorial » à laquelle je prendrai les coordonnées de chez Andrew. Vous êtes tous, bien entendu, informés et cordialement invités. L'objectif est de, justement, montrer comment, sur un plan territorial, on peut identifier des initiatives qui, elles, ensuite, peuvent être décuplées. C'est l'approche bottom-up, pour faire en sorte que nous puissions aller sur des choses concrètes. Ça, c'est Med for Jobs. Nous avons également lancé un deuxième projet qui s'appelle Young Women as Job Creators, qui est un projet justement de promotion de l'esprit d'entrepreneuriat en connexion avec les réseaux académiques pour cibler 10 000 jeunes étudiantes en train de terminer leurs études et les former, les sensibiliser, communiquer et faire de la pédagogie pour qu'elles puissent être intéressées par la création d'entreprises. L'autre objectif est de faire en sorte qu'il y ait 400 projets de création d'entreprises sur les 10 000 et de faire en sorte que nous puissions avoir, et on est en train d'y arriver, le monitoring de 100 entreprises, ce qui montre un petit peu le funnel du projet tel que nous le mettons en place. Et là encore, nous travaillons avec un groupe de pays, en l'occurrence pour le projet Young Women as Job Creators, c'est le Maroc, la Jordanie et la Palestine et l'Espagne. Géométrie variable, premier groupe de pays, et déjà, lors du lancement, nous avons nos collègues tunisiens qui se sont ajoutés. Et vous voyez la démarche de ce snowball effect dont je parlais, où, à travers le lancement d'un projet, sa réussite, ou en tout cas sa progression positive, nous avons l'inclusion des autres pays. Des projets comme ça, je pourrais vous en citer d'autres, et
bien entendu, je souhaite que nous puissions en développer encore davantage. Mais c'est cela, l'Union pour la Méditerranée aujourd'hui. C'est ça. C'est ni plus, ni moins. Nous savons où nous sommes. Et je voulais vous faire part de ces informations aussi pour que vous ayez l'information, parce que je sais que parfois ça reste un petit peu confus dans les esprits des uns et des autres. Il y a beaucoup de raisons d'ailleurs que nous soyons parfois en situation de confusion, parce que parfois la situation est elle-même un peu compliquée. Mais simplement pour dire que nous faisons exactement ce qu'il y a sur ce bel écran qu'il y a en face de nous. J'ajoute un troisième P, from politics to policies to projects. Hein? Parce que ça s'enchevêtre les uns dans les autres. On ne fait pas des projets avec des œillères techniques où on ne comprend pas ce que nous faisons. Il n'y a pas 1 millimètre en Méditerranée où il n'y a pas de politique. Donc on est lucide. Mais nous croyons que c'est une construction. Que les projets font des policies et les policies font de la politique. Et si nous pouvons, après avoir tenté le top-down qui n'a pas marché, disons-le clairement, si nous pouvons faire en sorte que le bottom-up puisse marcher, ma foi, je pense que ça mérite qu'on puisse y accorder toute l'attention et tout l'effort qu'il se doit. Merci beaucoup.